Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo destinée à la météorologie marine. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous recommande de la voir avant. Parce qu'on y a déblayé les notions générales de météorologie, les cellules, les systèmes, les dépressions, les anticyclones, les liens entre température, pression et densité de l'air, les fronts, les perturbations et les phénomènes météo. C'était dense. Aujourd'hui, on passe à ce qui fait vraiment suer les navigateurs. La météo locale, et donc surtout côtière. Parce qu'en haute mer, ça va encore. Parce que ce qu'on a vu, ça marche essentiellement pour là où il n'y a rien. Mais dès qu'on s'approche des côtes, le côtier, c'est la merde. Oh, you kiss your mother with that mouth? Si vous avez vu la première vidéo, vous avez compris une chose essentielle. L'air au-dessus de la mer et l'air au-dessus de la terre ne se comportent pas de la même manière. C'est hors de propos, c'est tout ce que je dis. Et devinez où est-ce que ça devient intéressant. La côte. Bon, mais avant d'en arriver là, on va reprendre là où on l'a laissé, le fil de notre dépression. Vous vous rappelez un petit peu comment je vous ai présenté une carte isobar et que je vous ai montré comment la lire? Je vous ai menti. Enfin, je vous ai pas tout dit, quoi. Les cartes isobariques, sont construites pour vous donner la situation atmosphérique à une altitude de référence de 600 mètres. Oui, je sais, mais avant d'avaler votre gaffe, laissez-moi vous expliquer. Oui, le long des isobars, on vous donne la pression en hectopascal. Oui, la pression atmosphérique varie avec l'altitude à laquelle on se trouve. Oui, 600 mètres en hectopascal, c'est déjà beaucoup. En vrai, la fonction altitude-pression n'est pas linéaire, mais dans cette partie de l'atmosphère, on est sur 1 hectopascal tous les 8,50 mètres. Ça, quand vous faites de la montagne ou de l'aviation, vous devez le savoir. Les valeurs sont donc corrigées pour refléter ce qui se passe au sol. Mais la forme des systèmes et la direction des isobars restent celles de l'altitude de référence des 600 mètres et ne correspondent pas à ce qui se passe au sol. Pourquoi ? Parce que de 0 à 600 mètres se trouve une couche atmosphérique dont on ne vous a pas parlé à l'école, et qui s'appelle la couche de friction. Ah, les enquillons sur la suite. L'air en mouvement est en contact avec la surface, et ce contact engendre une friction qui va dévier légèrement la direction du vent et le faire ralentir. Bon, dans les faits, c'est moins une concomitance qu'une causalité. Si le vent dévie légèrement, c'est justement parce qu'il ralentit. Souvenez-vous, la logique de puits gravitationnel. Si on considère qu'il est en orbite autour du centre de la dépression, alors il ralentit, donc il tombe plus vite vers son centre. Vers l'intérieur pour une dépression, vers l'extérieur pour un anticyclone. Au-dessus de la mer, on estime que la déviation est de l'ordre de 15 degrés, vers la gauche du coup, pour un ralentissement d'environ 20%. Ben oui, y a rien qui frotte. Au-dessus de la Terre, la déviation est plus importante à cause des objets qui s'y trouvent. Les montagnes, les forêts, les collines, les maisons, les gens, oui. Les voitures, oui, les voitures aussi, oui. Les chats. Bon, généralement on considère que la déviation est de l'ordre de 30 degrés pour un ralentissement d'environ 40%. Sur cette carte isobar, ce que vous pouvez lire en réalité, c'est ceci. C'est pas facile d'assumer ça, quoi. S'il y a d'autres choses. C'est peut-être l'occasion de vous parler d'un autre effet local qui concerne la Terre. Bon allez, maintenant il faut vider son sac là. Si un jour vous voulez faire de l'avion, de l'ULM, du parapente, du parachute, ce que vous voulez, c'est cadeau. La couche de friction peut être perturbée par la forme du terrain, les pentes, les collines, les forêts, etc. Et il peut se créer des turbulences de relief. I think I might just put a knife in I it. think that's a really good idea. See if it works. Oh yes, Oh, it it goes in does. beautifully. Beautifully. En fait, c'est très courant. Le vent vient buter sur les accidents du terrain et se comporte comme un rouleau. Coincé entre le sol et le vent d'altitude, ça vient aspirer du vent plus vénère de la couche des 600 mètres vers le sol. Et ça, c'est l'origine de ce que les chimpanzés en vêtements appellent des rafales. Ah! Voilà, vous savez tout. Bon, dans les faits, ça se complique un petit peu aussi, suivant la température des sols, qu'on soit de jour ou de nuit, ça va aider ou ralentir les turbulences, mais ça, on verra ça plus tard. Vous avez déjà fait beaucoup de progrès. De nuit ou de jour, un peu comme des brises locales, oui. Alors le vent, qui est le résultat d'une égalisation régionale entre deux systèmes de pression différents, ça on l'a. Ça fait 2 vidéos qu'on en parle, ça s'appelle le vent synoptique. Mais vous le saviez ça? Je savais pas que c'était aussi clair. Ah si, c'est clair ça. Ici c'est clair. Mais à côté de ces vents-là qui constituent la trame de fond, en zone côtière, vous allez trouver ce qu'on appelle des brises de terre et des brises de mer. It's not that hard, Scott.
Tell him, Wash. It's incredibly hard. Hey, anything worth doing is. Vous avez une côte sur laquelle brille un vibrant soleil d'été. Toujours la même histoire, hein. Ouais, c'est chiant, hein. Bon, vous avez une côte sur laquelle brille un vibrant soleil d'été. Le soleil chauffe la terre, qui vient chauffer l'air au-dessus, et qui monte très vite, très fort. La nature ayant horreur du vide, ça vient aspirer de l'air plus frais pour le remplacer. De l'air frais, car il est au-dessus de la mer. Dès lors, vous avez une pompe qui vient s'amorcer. C'est comme une cellule convective, mais en tout petit. On appelle ça une brise de mer. Du vent va bien de la mer vers la terre. Si pendant la nuit, par exemple, les conditions s'inversent, la Terre refroidit très vite, très fort, tandis que la mer a de bonnes propriétés pour garder sa température. La pompe s'amorce dans l'autre sens pour vous retrouver avec ce qu'on appelle une brise de terre. C'est un phénomène très courant, mais qui a besoin de conditions spécifiques pour s'amorcer, et qui vient se cumuler au vent synoptique. Et ce n'est pas le seul phénomène qui peut être lié à la proximité de la côte. À bien des égards, niveau vent, naviguer en cabotage le long de la côte, c'est beaucoup plus la tannée qu'au large. Vous pouvez vous retrouver avec ce qu'on appelle des vents topographiques. La présence de montagnes, par exemple, de relief, peut forcer le vent à contourner, changer de direction, ralentir, accélérer, bref. C'est le cas, par exemple, pour le Mistral, bravo, qui s'accélère entre la chaîne pyrénéenne et le Massif central par un effet Venturi. C'est ça, par exemple, qui peut rendre le passage au hasard du Cap Béar un peu pénible. Voilà, donc par exemple, vous avez des grands vents qui sont super connus, qui sont engendrés par les conditions planétaires qu'on a vues dans la première vidéo. Vous avez des vents qui sont plutôt entretenus par la géographie régionale. Et si on resserre encore, vous avez des vents qui sont liés à ce que vous avez immédiatement devant vous. Très rapidement là-dessus. Sur une montagne, vous avez aussi des effets de différence de température et de pression entre couches d'altitude. Bah oui, puisque l'air perd 2 degrés tous les 1000 pieds, je vous le rappelle. Le jour, la surface de la pente chauffe l'air qui commence à monter en suivant la pente, et à la tombée du jour, la pente refroidit, d'abord en altitude, et vous avez de l'air qui descend en suivant la pente et la gravité. Une brise thermique de relief. Oh, et puis c'est vicelard comme méthode. On parle de vent anabatique ou catabatique, suivant que ça descende ou que ça monte le relief. Là, pour le coup, les aviateurs sont assez bien au courant. For sure. Puis pour les marins, si vous naviguez pas très loin des Pyrénées par exemple, ou des coins où il y a des falaises, ou des îles. Oui, la côte ça fout la merde, oui. On l'a dit, mais on peut le redire. Tu fous la merde! Tu fous la merde! Donc voilà, vous avez des effets de friction, de turbulence, des petites masses d'air qui font leur vie avec la topographie. Et c'est pour ça qu'on peut pas toujours tout lire en termes de dépression et de front. Au large, on pourrait, mais près de la côte ou sur Terre, on voit pas passer les nuages qu'au moment des fronts par exemple. Tiens, bah d'ailleurs... Alors maintenant, on va rentrer vite fait dans les trucs de geek. Oui, parce que jusqu'ici, les trucs de mecs qui ont beaucoup trop de temps libre. Quelque part, les trucs de marins. As a scientist, I don't want to prejudice my experiment. I'll let you know in the morning. On va jouer à apprendre à reconnaître les nuages. Je vous recommande fortement de vous parer de ces connaissances-là, mais si vous ne les voulez pas, rendez-vous à ce timecode. Voilà, on n'est plus contre nerd. Alors c'est parti, on regarde le ciel. Dans la vie, vous avez 3 nuages. Gavé de potions magiques. Et leur molosse. Vous avez le stratus et vous avez le cumulus. Le stratus est organisé en strates et il est allongé. Le cumulus, lui, est organisé en boule, rond comme du coton. Et à 10 km de haut, tout en haut, vous avez le cirrus, les cheveux en latin. Et vous comprenez maintenant que leur nom fait référence à leur forme. À partir de là, vous avez des déclinaisons en fonction de l'altitude à laquelle ils se trouvent. À 1 km de haut, vous avez le stratus et le cumulus. À 1 km et demi, 2 km, vous avez le nimbostratus. Nimbo de nimbus, le nuage de pluie spécifiquement. Après 2 km, vous avez l'altostratus. C'est pour dire qu'il est haut. Alto. Côté cumulus, c'est pareil. Vous avez le stratocumulus à 2 km de haut. Une sorte de bâtardisation, vous voyez. La couche est épaisse et allongée. Une frangipane. Vers les 5 km, vous avez l'altocumulus. Vers les 8 km, vous avez le cirrocumulus. Et encore au-dessus, vous avez le cirrus, comme on a dit. Vous avez pigé, c'est bon ?
Vous voyez qu'avec quelques mots de vocabulaire, le jeu devient très descriptif en fait. Et enfin, à côté de ces petits joueurs, vous avez le cumulonimbus. Lui, il est un peu à part, on en a déjà parlé. C'est celui-là qui se développe verticalement et qui peut faire jusqu'à 12 km de haut si le cœur lui en dit. Il est si énervé qu'il a ses propres courants ascendants et descendants à l'intérieur et son propre microclimat. Les éclairs, la grêle, bref, on évite. Notre sécurité est en jeu. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette liste? Eh oui, parce que compter les nuages et connaître leur nom, ça c'est une chose. Mais quand on est grand, il faut savoir ce qu'ils font. Bien déjà, si les nuages sont organisés en cumulus, vous savez qu'ils sont développés verticalement, et que donc l'air en dessous est instable. Dans l'univers du polar, c'est ce qu'on appellerait un indice. Il faudra se préparer à des mouvements d'air importants. Toute la famille des altos sont plutôt le signe de l'approche d'un front chaud. Ça, on l'a vu dans la première vidéo. Tandis que Cirrus et Cumulonimbus sont plutôt le signe d'une zone de basse pression qui approche. Le vent va graduellement forcir et des précipitations sont à attendre. Voilà pour les nuages. Bon, en vrai, c'est pas bien compliqué. Levez la tête, prenez des notes, et vous allez voir que petit à petit, vous allez forger ce sens. Puis, si c'est pas le cas... Bon, tout ça, c'est vraiment très rigolo. Fascinant si vous êtes un peu nerdy, nécessaire si vous êtes livré à vous-même, mais la réalité, c'est que vous serez rarement livré à vous-même. Vous avez tout un panthéon d'agences qui forment des analyses et qui les condensent dans ce qu'on appelle des rapports, des bulletins météo. Et laissez-moi être très clair, on ne part jamais sans avoir consulté la météo pour sa zone de navigation. Ça me paraît basique, mais c'est bon de le rappeler, c'est le niveau 1 de la préparation de la nave. Attention toutefois, les bulletins ne sont pas infaillibles. C'est reparti pour le TED Talk. Pourquoi est-ce qu'on a passé tout ce temps à faire de la météorologie? Eh bien, d'une part parce qu'un capitaine, un chef de bord, doit comprendre ce que le bulletin lui raconte. Il ou elle doit être en mesure de déduire comment la situation va progresser à court terme. Il ou elle doit être en mesure de faire la part des choses entre le bulletin météo et ce qu'on voit et sent pour prendre la meilleure décision. Les émetteurs de bulletins météo ne seront responsables ni de votre équipage, ni de votre navire. Vous le serez. Vous devez prendre les informations qu'ils vous donnent et être en mesure de les critiquer et les intégrer. Alors cette météo, qui c'est qui nous la donne? À terre, pour commencer, vous avez les capitaineries qui affichent chaque jour la météo et qui peut signaler au sémaphore des situations exceptionnelles. Ça, normalement, c'est vu au permis côtier. Vous avez toute une série de signaux qui peuvent indiquer un avis de grand frais, un coup de vent ou de tempête, de jour comme de nuit, avec éventuellement une direction générale. Ensuite, moins connu, vous avez un répondeur téléphonique spécialisé de Météo France. Vous appelez le 3250 et vous vous laissez guider jusqu'à obtenir les informations marines de votre secteur. Et après, vous avez tout ce qui relève de votre accès Internet. Vous pouvez consulter la météo marine hauturière comme côtière, avoir accès aux bulletins météo pour votre secteur ainsi qu'aux prévisions et aux BMS, les bulletins météo spéciaux. On y revient après. Sur Internet, vous allez trouver des sites indépendants qui agrègent des datasets de plein d'agences dans le monde. Les meilleurs sont Windy, Windguru et Windfinder. Personnellement, moi j'utilise Windy comme beaucoup d'autres. Il agrège plein de données de réseaux différents, de capteurs et d'agences différents, et puis il les met en couches comme ça sur une carte qu'on peut consulter. Je vous laisserai jouer avec, vous allez voir, c'est cool. Et maintenant, les trucs drôles. Comment on fait quand on est en mer? Si vous êtes assez proche des côtes ou d'une autre station, vous pouvez obtenir la météo par la VHF. En effet, les crosses, dont on a déjà parlé, qui veillent sur leurs zones respectives, diffusent à intervalles réguliers un bulletin météo sur votre VHF par le canal 16. En général, 3 fois par jour, sauf en cas de BMS. Ah, nous y voilà, le bulletin météo spécial. En bref, si les conditions dépassent un certain seuil, par exemple si le vent atteint force 7, on y reviendra. Le cross diffuse un message sur le canal 16 qu'il va répéter toutes les 2 heures. La vérité, c'est que la VHF, ça porte pas très loin. Est-ce que ça vaut le coup qu'on parle de radiocommunication un jour? Très au large, vous pouvez utiliser ce qu'il est convenu d'appeler un récepteur Navtex. Qu'est-ce que c'est que cela? Navigational Telex Messages. Les crosses disposent d'un système d'information automatique sous forme de radio-télétype. Toujours eux. En gros, ils diffusent des messages sur des fréquences longue portée, et donc beaucoup plus basses que la VHF. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ah ouais, va falloir qu'on fasse les radiocommunications. Hein.
En attendant, dites-vous que votre radio va utiliser des fréquences de l'ordre de 150-160 MHz. Le Navtex utilise la bande des 518 kHz. C'est un standard international. Alors dans le monde entier, c'est pareil pour tout le monde. Par convention, on a fixé les horaires de diffusion de chaque pays pour éviter les interférences. Chaque pays va émettre à tour de rôle une fois toutes les 4 heures en boucle pendant 10 minutes. C'est fascinant. De l'autre côté, on a un récepteur qui vient décoder le signal électromagnétique. Soit il va l'afficher sur un petit écran, soit il va l'imprimer directement, un peu comme un ticket de caisse. Alors il s'agit d'ondes radio, comme vous en doutez, la portée est limitée. Dans le cas du Navtex, on est sur 200 à 400 nautiques. On va pas en parler ici, on approfondira peut-être un jour, mais comme il s'agit d'un message très condensé, il vaut mieux être à jour sur tout ce qui est sigles, abréviations, etc. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous seriez chaud pour qu'on parle de ça un jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour recevoir la météo au large? Là, j'ai bien envie de vous parler du récepteur BLU. On parle d'une radio BLU pour bande latérale unique. C'est un système de réception des ondes courtes qui fait partie du GMDSS. Il est couplé à un ordinateur et permet de recevoir des Navtex ou des facsimilés en haute fréquence, voire en moyenne fréquence. Concrètement, vous passez un appel sur la basse fréquence 2182 kHz et les stations à terre vous répondent en vous envoyant un bulletin normal ou un BMS. Votre radio est une VHF. Elle émet dans la gamme des très hautes fréquences. C'est dans le titre Very High Frequency. Non seulement ces ondes radio se dissipent rapidement, elles supportent mal les changements de milieu, mais elles sont aussi limitées par la courbure de la Terre. Ok, mais 2182 kHz, c'est quand même étonnamment précis. La BLU, en basse fréquence, émet vers le ciel. Oh my God. Impossible. Ouais, c'est vraiment élégant. C'est parce que c'est pile la fréquence qui est réfléchie par la ionosphère et qu'une station à terre peut capter. Alors on ne parle pas d'informations à très haut débit, mais voilà, c'est pas rare non plus d'avoir une radio BLU quand on va un petit peu loin. Et si vous allez encore plus loin, là vous avez les services de télécommunication par satellite. Oui, mais là c'est même plus drôle, ils ont cassé le jouet. Effectivement, c'est moins climatique. Potion pour improviser des blagues, en tout cas moi j'ai pas la formule. Vous pouvez avoir un abonnement à un fournisseur d'accès par satellite, type Iridium, et surfer sur internet où que vous soyez sur le globe. Si vous avez le récepteur qui va bien, le réseau satellite Inmarsat diffuse gratuitement des bulletins météo. Puis si vous êtes riche, moderne ou nazi, vous avez peut-être un Starlink. Voilà. Bon voilà, avec tout ça, vous serez jamais vraiment tout seul pour faire votre point météo. Je ne vous conseillerais jamais d'en faire votre stratégie, mais sachez que si vous naviguez suffisamment près des côtes, vous pouvez avoir accès à la météo via votre téléphone cellulaire. Voilà, si vous êtes à 2 ou 3 nautiques des côtes, pourquoi ne pas l'utiliser et aller choper votre bulletin? T'en aurais pas un sous la main par hasard? Oui, on va parler du format du bulletin météo. Pour les bulletins, nous avons respectivement l'échelle de Beaufort pour exprimer la vitesse du vent et l'échelle de Douglas pour exprimer l'état de la mer. Je vous les mets ici, on va pas détailler, ce serait un petit peu lourd, mais... Voilà, maintenant t'imprimes et tu dégages. Allez hop. Bon alors on y va. Dans le maritime, comme dans l'aviation, un bulletin météo, c'est un document qui est structuré. Ça commence par un préambule qui va vous donner toutes les informations de date, d'heure d'émission, de zone. On va vous rappeler peut-être le fuseau horaire dans lequel vous êtes, etc. Après l'exposé des motifs, on rentre dans le bulletin. En première info, vous avez un rappel des avis de vent fort en cours. S'il y a eu un BMS juste avant, c'est logique qu'on commence par ça. C'est une préoccupation de sécurité qui doit avoir la priorité. Ensuite, on passe à une description de la situation générale pour toute la zone de navigation. C'est là qu'on va vous donner les gradients de pression, par exemple. Puis on passe aux prévisions, et là le bulletin se décompose. Le vent, la mer, la houle, le temps et la visibilité. C'est toujours la même structure. Après, on va vous donner la tendance pour les prochains jours. Ça vous dispense pas de refaire un point régulièrement, parce que ça change vite. Et enfin, on va laisser un espace observation pour toute info complémentaire. Ça peut être, par exemple, comment ça se passe dans les régions d'à côté. S'il y a eu un BMS, par exemple, ça aide. On peut aussi vous donner la date et l'heure où les mesures météo ont été faites. Et oui, si vous recevez à 3h de l'après-midi une mesure qui a été faite à 9h du matin, il y a des chances que ça ait bougé.
Voilà, avec tous ces éléments-là, vous avez très largement de quoi vous éclater en météorologie et de quoi comprendre les phénomènes et les différentes méthodes. Comme dit l'adage, le savoir, c'est le pouvoir. Et comprendre votre environnement, c'est bien vous donner plus de pouvoir de décision et une meilleure chance de maîtriser un petit peu, au moins un petit peu, la situation. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'ici, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire tout ça, même si c'est fait avec des bouts de ficelle. N'hésitez pas à lâcher ce pouce et amener votre grain de sel dans les commentaires, qu'on raffine un petit peu l'info, ou alors qu'on partage des idées sur des suggestions de format, etc. Et en attendant qu'on s'y retrouve, je vous dis à plus tard, et je vous souhaite un bon vent.